Pour nous regarder à la télévision en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous à l'international. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. Moussa Yoruba, notre invité, nous a rejoint dans ce studio qui n'est autre que le ministre Alpha Bakar Barry, ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Bonjour monsieur le ministre, bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Ministre de l'Emploi aussi. Ah, de l'emploi aussi. Ah ben voilà, ok. Ah, ben ça fait beaucoup tout ça, hein. Alors hier, vous étiez sur le plateau de la synergie des radios, justement à l'occasion de l'an 2 de l'avènement du CNRD au pouvoir. On vous voit sur le terrain à pied d'œuvre dans le domaine de la formation professionnelle, mais aussi de l'emploi. Est-ce qu'on peut savoir l'état des lieux que vous avez pu faire en arrivant et peut-être où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Merci à tous de m'inviter et de faire le point. Je pense que c'est avec vous qu'on avait fait pour la première fois l'état des lieux ici dans ce studio. Et l'état des lieux était alarmant. Il était alarmant parce que c'est un domaine qui était dans le secteur de l'éducation et surtout qui concerne l'avenir de notre pays. Pas seulement l'avenir des jeunes, mais aussi l'avenir de notre pays. La Guinée est un pays qui a des vocations d'industrialisation, tant au niveau de son potentiel minier, mais aussi de son potentiel agro-touristique. Et dans les deux domaines, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir justement développer ces secteurs-là. Nous aurions pu nous contenter d'injecter de l'argent, des capitaux importants nationaux et internationaux pour développer cela et attendre la main-d'œuvre qualifiée de la sous-région. Mais ce serait faire de l'injustice à notre jeunesse que de ne pas investir à leur qualification pour qu'ils puissent occuper ces emplois. On avait fait l'état des lieux et c'était un état de vétusté de beaucoup d'écoles qui était impropre à accueillir nos enfants et à leur donner un enseignement de qualité. Deuxième chose, c'était le vieillissement du personnel enseignant qui avait fait son travail. Je les salue parce qu'au 31 décembre de 2021, ils sont allés à la retraite. Nous les avons célébrés et nous nous sommes dit que nous avons un peu péché par l'effort de remplacement et surtout mettre de la qualité dans la formation des formateurs. La troisième chose, c'était le contenu. C'est adapter notre formation aux besoins de notre industrie et être souple, dynamique dans les échanges avec le secteur privé pour lequel nous formons et nous mettre à son service. Et en dernier lieu, utiliser le digital pour justement maîtriser les coûts, maîtriser les effectifs, avoir de la transparence et surtout qualifier le système. Alors, monsieur le ministre, c'est bien ce constat, on avait pu le faire comme vous le dites. Mais l'autre chose aussi, les écoles professionnelles avaient un problème. C'est qu'elles étaient moins attractives pour le jeune écolier guinéen. En tout cas, celui qui fait le lycée en Guinée rêve encore beaucoup plus aller à l'université que d'aller dans une école professionnelle. Cette attractivité-là, est-ce qu'aujourd'hui vous avez... où on en est aujourd'hui? Est-ce que ça a changé un peu? Est-ce qu'on a rendu l'enseignement technique sexy? Voilà, sexy oui. Comme le ministre. Je pense que l'attraction. Attention. Ça c'est top ça. Voilà. Je pense qu'il y a un grand travail à faire. Nous ne sommes pas arrivés à faire ça. Ok. Les grandes gueules. Changer la mentalité que nous avons héritée de la Première République et même du système francophone, je pense, qui insiste sur l'université. Et aujourd'hui, vous avez vu l'extraordinaire travail que l'enseignement supérieur est en train de se faire pour qualifier le contenu, sélectionner et envoyer des gens de très bonne qualité. Et on s'est dit à trois, les ministres de l'Éducation, que s'il y a un qui est en sous-performance, ça met en péril les autres. Donc on va tous aller au même rythme. L'enseignement supérieur va mettre de la qualité pour que l'enseignement... Donc une coordination. Une coordination pour avoir de la qualité à l'intérieur. Mais surtout dire aux Guinéens que ne pas aller à l'université, ce n'est pas une condamnation à mort. On ne te condamne pas à être pauvre, au contraire. Aller dans un centre de formation professionnelle, c'est la voie la plus rapide pour avoir un emploi. Pour preuve, nous avons établi les passerelles entre l'enseignement supérieur et l'enseignement technique pour que quelqu'un qui passe par un CFP, qui a son diplôme, qui travaille un peu et qui a envie d'aller dans une école d'ingénierie pour continuer son travail et ses études, qu'il ait la possibilité de le faire. Vice versa que quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, qui a envie de passer un diplôme de CFP pour avoir la main à la pâte et comprendre le métier, qu'il puisse revenir dans un CFP et puisse faire son travail. Ça se fait en ce moment et c'est très bien. Ici en Guinée? Oui, absolument. Il y a une passerelle entre l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Quel est le diplôme qui est exigé à ce niveau?
C'est le certificat ou le BTS? Le BTS. Le BTS, et il faut être parmi les 10 premiers pour l'instant. Ça, c'est compte tenu des capacités d'accueil. Hein. Nous n'avons pas la prétention d'accueillir tout le monde, mais à ce niveau, si on établit déjà la passerelle, on a fait justice à ceux qui auront envie de passer un bon diplôme et de continuer après ou de revenir ou de se mobiliser. En tout cas, on assure de la mobilité à l'intérieur. Oui, monsieur le ministre, est-ce que c'est pas un déficit de contenu, de communication qui a trop perduré et qui est finalement installé dans la tête des jeunes que l'université c'est forcément le bout du tunnel, alors que moi ce que je sais de mon expérience à travers les voyages, ce que je sais c'est que l'école professionnelle non seulement débouche très rapidement en travail, mais ceux qui sortent de l'école professionnelle et qui sont vraiment qualifiés sont des gens qui s'en sortent plus vite en matière de gains, même dans la vie, je vous donne et qui sont extrêmement riches. Je vous donne un exemple tout de suite, pratico-pratique, ok? Quand vous êtes certifié Caterpillar, conducteur d'engin lourd en Guinée, la formation va vous coûter quoi? 18 mois et vous allez payer un peu moins de 1700 $ pour avoir cette certification. Vous avez un emploi qui va vous payer 3000 $. Citez-moi un seul emploi aujourd'hui découlant du secteur de l'enseignement supérieur qui vous donne 3000 $ le mois. C'est la même chose pour un maçon qualifié aujourd'hui. Il y en a tellement, c'est tellement rare que si vous en avez un plombier, il peut vous dire je peux construire votre maison, vous me donnerez quoi, 10 000 $ à la fin de l'exercice. La même chose pour un menuisier, la même chose pour autre chose. Donc pour moi et pour tout le monde, et c'est d'abord établi que l'enseignement technique, la formation professionnelle sont les voies pour pouvoir assurer un emploi rapide, décent et productif. Est-ce que donc mieux vaut ne pas accélérer ou augmenter la cadence de la communication et introduire certains éléments de langage séduisants? Alors il y a un autre problème qui se pose, Roby, à ce niveau, c'est que nous avons une capacité d'accueil qui est limitée. Nous avons fait, vous avez vu, nous avons fait une grande campagne de communication pour pouvoir attirer du monde. Aujourd'hui, nous sommes dépassés. Il faut encore investir et ça coûte beaucoup d'argent. Une école de formation professionnelle coûte 2 fois plus cher qu'une école normale. Parce qu'il faut des salles de classe, il faut des équipements, il faut de la matière d'œuvre, etc. etc. D'accord. Monsieur le ministre... Mais vous avez parlé de la mise en retraite des enseignants, bien évidemment, qui devraient aller à la retraite. Est-ce que, entre-temps, vous avez pu faire un recrutement? Comment vous avez pu combler ce vide-là? Alors, il y a toujours un déficit. Dans quelques filières, il y a une tension. Nous avons des problèmes à trouver des enseignants. Mais c'est là où il y a la beauté de la formation professionnelle. C'est que nos formateurs, ils ne viennent pas forcément de la fonction publique. Nos formateurs viennent des corporations. Si vous voulez un bon formateur en menuiserie, vous n'allez pas le chercher à la fonction publique, vous le cherchez dans le secteur privé. Inciter simplement à venir accorder un temps de cours à ces enfants pour qu'ils puissent justement assurer le transfert de compétences, le geste technique. C'est ça que nous sommes en train de mettre en place. Et donc il faut, et au niveau de l'encouragement et de la... Les grandes gueules. Les jeunes dans l'enseignement technique, il y a qu'on doit sortir des sentiers battus pour pouvoir encourager les professionnels qui sont dans le secteur privé à venir dans les centres de formation professionnelle pour assurer le cours. Il faut des budgets, il faut un mécanisme qui sorte du mécanisme classique de la fonction publique pour inciter ces gens-là à venir enseigner. Ça, c'est encore des défis qu'il faut mettre en place. Mais il y a des déficits encore au niveau des enseignants, ce qui nous met dans une situation de tension un peu compliquée. Alors, monsieur le ministre, vous-même, vous l'avez dit, quand vous êtes arrivé, l'état des lieux, c'était quand même alarmant, ce qui veut dire qu'il fallait... On ne peut pas dire en lambeau. Voilà, juste, voilà, donc sur le plan de la gouvernance, il fallait carrément faire beaucoup de choses, les bourses, les infrastructures et tout. Moi, je vais aller sur la gouvernance. D'abord, dans ces établissements, j'apprends que vous avez mis en place ce qu'on appelle le conseil d'établissement. Et est-ce que dans ces conseils d'établissement, d'abord, ce serait quoi la mission? Est-ce que les entreprises, souvent qui sont ceux-là qui recrutent ces jeunes aux sorties, est-ce qu'ils sont pris en compte au sein du conseil? Est-ce qu'ils vous font des propositions de formation? Comment ça se passe au niveau du conseil? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport au programme. Parce qu'on dit qu'il y a l'inadéquation entre la formation et la demande. Est-ce que sur les filières, est-ce que d'autres filières ont été prises en compte dans cette expectative-là? Écoutez, déjà, une petite parenthèse, il y a eu du travail qui a été fait avant que nous soyons à l'enseignement technique et à la formation professionnelle.
Mais que cela nous tienne maintenant, attendez, sortez un petit peu de discours de il y a eu du travail. Diplomatie, vous n'en savez rien du tout. Il n'y a pas eu de travail, je suis désolé. Moi, je suis allé à Mamou, monsieur le ministre, parce que vous voulez qu'on en parle justement. Et à chaque fois, je reviens là-dessus parce que j'ai visité évidemment l'analyse de Tolo, de Mamou et tout ce qu'il y a autour. La dame, je sais ce qu'elle m'a dit. C'est bien beau de dire, ouais, mais la diplomatie, le langage diplomatique, il y a eu du travail. Que dalle, zéro, il faut le dire. Non mais c'est important. Okay. Voilà. Bon, les grands allez-y, monsieur le ministre. Allez-y, monsieur le ministre. Ah ben attendez. Les grandes gueules. Pour rénover, il faut trouver quelque chose. Allez-y. Non, mais l'ENAE qu'il a visité, c'est une grande école. Il ne parle pas de moi, il parle du passé. Justement. Les grandes gueules. Il parle pas de moi, il parle du passé. Par rapport au passé, vous avez trouvé quelque chose, monsieur. Il y avait quelque chose. Pour revenir à vous, Djiba, d'abord, avant le conseil d'établissement. Les grandes gueules. Alors, pour moi, c'est une des réformes les plus importantes parce que ça va de l'école. Pour moi, la réforme, c'est au niveau de l'école. Il y a le projet d'établissement. Chaque établissement doit se projeter et dire qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons être, qu'est-ce que nous voulons apporter comme formation. Mais n'oubliez pas, je disais tout à l'heure qu'un centre de formation professionnelle, c'est une mini-usine aussi, c'est une mini-industrie. Qu'est-ce que nous allons mettre en place pour pouvoir être autosuffisants et ne pas être dépendants du département en termes de maintenance, par exemple, des équipements et tout ce qui s'ensuit. Après le projet d'établissement, vous avez le conseil d'établissement et le directeur. Le directeur, il est nommé par le département. Mais le conseil d'établissement, ce sont les représentants du secteur privé. Alors, je vous donne un exemple. Si vous prenez le CFP de Matoto, qui forme à plusieurs métiers, vous aurez les industriels de la commune de Matoto qui vont siéger dans ce conseil d'établissement. Vous avez le secteur privé, donc dans tout ce qui est menuiserie alu, par exemple, le représentant de la fêtière va siéger là-dedans. Ça permet au directeur de sourcer d'abord la formation et de dire à son conseil d'établissement, nous avons besoin d'un formateur en couture tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous en trouver? Ils vont rechercher dans leur corporation et désigner un enseignant et ensuite, ils vont contractualiser avec l'école. Ensuite, il y a les questions d'autonomie et donc pourvoir en matière d'œuvre. Nous payons beaucoup d'argent pour payer de la matière d'œuvre qui est utilisée en œuvre des fois inutile. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est que ce soit des œuvres utiles et que ces écoles puissent générer des revenus et que ces écoles puissent être autonomes. C'est pour ça que le projet d'établissement légalise la génération de revenus, mais c'est surveillé par un conseil d'établissement et cet argent n'est pas redistribué aux directeurs ou aux dirigeants de l'école. Il est investi dans la maintenance des équipements et à l'acquisition de la matière d'œuvre pour permettre aux apprenants d'aller au-delà de 70% de pratique pour qu'on puisse continuellement former des gens en pratique, la main à la pâte. Alors le problème moi j'aurais deux préoccupations, monsieur le ministre. Je pense toujours à, quand j'entends parler de Aïcha Ba, quand j'entends parler de Baïlo Télivel Diallo, on va toujours vous dire on n'a jamais eu aussi bon ministre, qui a une belle vision, qui a une belle lecture de la situation de son secteur. Et puis après qu'il soit parti, on vous dit après tout est tombé. Ce qui m'intéresse, c'est si vous voulez, le partage de la vision. Que faites-vous pour la continuité, concrètement justement, pour assurer la durabilité aussi bien des visions, mais des actions qui sont prises, de la vision que des actions qui sont prises. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour ça? Parce qu'au moment où vous pensez durabilité, l'autre il pense à sa poche, à l'argent qui est généré. Vous parlez pas de redistribution, plutôt maintenance, achat de matière d'œuvre, mais c'est pas toujours ça. Donc ma première question, c'est ça concrètement, comment vous partagez la vision? La deuxième préoccupation, on l'a vu à Mamou. Je pense que Mara, Djiba, sur le plateau des GG à l'époque, sont revenus suffisamment sur cette réalité. Mamou, on parlait de l'ENI, semble-t-il, qui a vocation à fournir du personnel aux préfectures de la région. Il n'y avait que 12 inscrits à cette école-là. Véritable crise, la vocation. Oui, est-ce que finalement, l'enseignement technique est si sexy que ça? C'était pas sexy. C'est pas les choses. C'est un aveu là. Les grandes gueules. Attendez. Mais attendez. L'enseignement en général, c'est pas sexy. Les gens pas de langage diplomatique ici. Les grandes gueules. Les gens n'ont pas envie d'y aller, même si c'est un travail passionnant. Mes meilleures années, ce sont mes années d'enseignement. Ce que je voulais vous dire pour revenir un peu au partage de la vision. Un manager, c'est celui qui est capable de contaminer les autres sur sa motivation, etc.
Moi, ce que je me suis dit quand je suis venu, j'aurais pu recruter des gens ailleurs, les ramener à l'enseignement technique et dire, voilà, j'en ai pris du secteur privé, mais ils avaient la vocation à servir. Et on s'est dit que les jeunes du ministère de l'enseignement technique, il faut les faire monter en puissance. Nous avons mobilisé 20 milliards de francs guinéens pour investir sur le renforcement de capacité. Préparer l'attelage. C'est que moi, Alpha Bakar, je vais passer, je ne serai pas ministre de l'enseignement technique ad vitam ad aeternam, mais il y aura un autre ministre qui viendra et qui aura besoin de ces cadres. Mais il faut les former. Renforcement de capacité, renforcement de capacité, renforcement de capacité. Sélectionner des gens sur la base du mérite et non sur la base du copinage, etc. Et aujourd'hui, je suis très fier de l'équipe que j'ai. Je suis très fier des collègues avec lesquels je suis en train de travailler. Et on va continuer à faire du renforcement de capacité pour que ce soit une vocation de servir au ministère de l'enseignement technique. Ce soit un plaisir de servir au ministère de l'enseignement technique et non une récompense comme ça se faisait avant. Et non, on t'envoie là-bas parce qu'on a envie de te sanctionner, on te dit va à l'enseignement. Est-ce que ça suffira? En parlant de vision, en parlant de j'aimerais préciser ça. Est-ce que ça suffira? L'acquisition des qualifications, c'est bien. Ça va redynamiser les équipes et tout. À la motivation. Mais exactement, la question de la motivation, la question des valeurs partagées. Il y a la motivation. Comment vous faites pour ça? Il y a les traditions. Au niveau de la motivation, d'abord, quelle est la structure qui va s'en occuper? C'est l'AMPET. C'est une école que nous avons rénovée qui a 2 pas de chevaux et je vous invite à envoyer des reporters là-bas. C'est une grande école, c'est l'école des écoles. À former les enseignants, à former les dirigeants de l'école, mais aussi former des cadres du ministère de l'enseignement technique. Et nous venons de mobiliser environ 24 millions d'euros avec l'Union européenne pour qu'on puisse justement brancher cet argent dans la qualification du personnel, la qualification encore la formation et maintenir une académie dans laquelle, quand vous êtes recruté au ministère de l'enseignement technique, vous passez là-bas pour avoir les aptitudes, vous contaminer, qu'on puisse vous préparer, et ensuite vous revenez et vous êtes d'attaque. Maintenant, au niveau de la motivation, c'est un régime de la fonction publique. Là aussi, vous avez un travail extraordinaire qui est en train d'être fait, d'abord pour sortir ceux qui sont fictifs, ceux qui ne sont pas en train d'être, ceux qui ne sont pas au travail, ceux qui sont absents, pour qu'on puisse les remplacer par des jeunes qui en veulent. Ça aussi, c'est une autre partie du travail que nous sommes les grandes gueules sur l'impulsion du Premier ministre, avec le ministère de la fonction publique et sur la demande du président. Recruter des jeunes qui ont envie de travailler dans la fonction publique et qui ont envie d'en faire une vocation. Bien. Maintenant, le dernier lieu, c'est qu'il faut revoir les salaires, il faut revoir les traitements, il faut revoir les moyens de travail. Sur les salaires et les traitements, c'est un travail qui va être fait. Je ne suis pas le ministre qui est chargé de ça, mais je sais que le ministre est en train de travailler fort pour avoir un régime de motivation pour tous les fonctionnaires. Mais de l'autre côté, les conditions de travail. Nous avons maintenant des bureaux décents dans lesquels vous avez des enseignants, des fonctionnaires qui peuvent venir à 8h30 et partir à 17h. Nous nous sommes rapprochés de la banlieue parce que 70% de nos travailleurs vivent en banlieue et c'est une épargne, c'est une économie qu'ils font de leur salaire. Ils viennent à temps, ils repartent à temps, ils sont dans un environnement calme, ils ont accès à un terminal informatique sur lequel ils peuvent traiter leurs données, ils sont formés à l'utiliser, ils sont formés à utiliser Internet. Ministre, la question... Bureau décent. finalement. Non, il y avait une question sur l'ENI, les ENI. Je voulais revenir là-dessus. Comme les NAE sont les secteurs dans lesquels on n'est pas arrivé à recruter l'année dernière de façon suffisante. Qu'est-ce qui se faisait avant? C'est qu'au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, en fait, au niveau des bacheliers, on recrutait au niveau des bacheliers pour les orienter vers les ENI. Nous, quand on est venu, on a dit nous allons d'abord rénover les ENI, rénover le contenu et maintenant permettre aux ENI de communiquer et d'attirer des gens par vocation. Qu'on n'envoie pas des gens à l'ENI parce qu'ils n'ont pas pu accéder à l'ISEG. Qu'on n'envoie pas des gens à l'ENI parce qu'ils n'ont pas pu accéder à d'autres facultés. Ce n'est pas par vocation ça. On les amène là-bas par dépit. Nous allons changer l'approche. J'ai envie d'enseigner. Je vais dans une ENI, j'apprends à enseigner et on te déploie dans une école. On a envie de recruter à Zérékoré. L'ENI de Zérékoré va former ceux qu'on va recruter à Zérékoré pour être déployés dans les écoles de Zérékoré. Ça a plus de sens que quand on prend quelqu'un à Kaloum, on le déploie à Zérékoré, il va tout faire, il va tout inventer pour revenir à Kaloum. Tout. Et on aura investi de l'argent, on aura recruté du monde et on aura fait une fausse analyse de la situation. Au niveau des NAE... Je sais pas. Je vais faire une observation par rapport à ça. Les enseignants du primaire, parce que les ENI, c'est fait pour eux, on voit très bien qu'ils sont formés dans ces écoles et quand ils sortent, ils vont enseigner à l'école primaire. Je crois que côté salaire,
c'est plus bas que ceux qui sont du côté du collège et puis du lycée. Ça, c'est un premier facteur. Le second problème, ils ont le bac. Ces élèves qui arrivent en terminale, ils ont le bac, comme leurs amis qui ont le bac et qui vont se retrouver à Symphonia ou à Gamal. Et quand ils font 3 ans, ceux qui vont à l'université vont avoir un diplôme qu'on appelle licence. Et ceux qui vont au Zénith ne sortent pas avec des licences. Est-ce que vous ne trouvez pas là un problème majeur qui pourrait davantage, et même dans le futur, décourager les jeunes apprenants guinéens à aller vers les héritage franco. Dans une société, on aime le diplôme. Comment on corrige ça? BTS et licence, c'est la même chose. C'est une question d'appellation, n'est-ce pas? En tout cas pour le cas guinéen. Oui, mais je vais vous dire, dans la hiérarchie, on va dire hiérarchie A et puis justement, ça c'est un autre, B. Ça c'est une autre, ça c'est un autre, ça c'est un autre héritage mal expliqué. Hiérarchie, c'est par rapport à la fonction publique, n'est-ce pas? Mais nous, on ne forme pas que pour la fonction publique, on forme pour le privé. Au niveau du privé, vous avez des hiérarchies. Alors, il y a quand même... Mais pour revenir aux sur le diplôme. Nous avons lancé licence et BTS, monsieur le ministre. Il y a quand même toujours un avantage à avoir une licence. C'est par exemple que pour certaines classes, dans certains pays, tu es obligé, la nomenclature veut que tu aies une licence pour pouvoir accéder aux 2 années de master qui attendraient, par exemple en France. Si tu viens avec un BTS, il y a quand même cette difficulté que nous avons. Comment vous gérez ça? Si vous êtes parmi les 10 premiers dans les Zénith et que vous avez envie de faire votre master dans l'ISEC, vous avez une passerelle qui vous permet de le faire. Sans problème. À l'ISEC. Voilà, allez-y, Mohamed Mara. Attendez, revenons sur ce qu'on a fait aujourd'hui pour rendre les Zénith attractives. 250 enseignants parmi les professeurs dans les Zénith ont été cette année admis à passer un master à l'ISEC, payé par le ministère. Master. 250 personnes, des enseignants et des maîtres formateurs. Pour nous, il ne faut pas qu'on soit enfermé dans les appellations et les hiérarchies. Pour nous, le plus important, c'est d'attirer dans ces écoles des enseignants de qualité et d'attirer dans ces écoles des apprenants de qualité. On devrait prendre les premiers ou les meilleurs au niveau du baccalauréat pour les amener à être formés dans les Zénith. Les grandes gueules. On aurait eu un meilleur résultat. Aujourd'hui, nous sommes coincés dans des situations où nous avons de l'effectif. Non, mais parlons de ce qu'on maîtrise. Moi, je forme, je mets à la disposition des autres. C'est aux autres d'employer. Vous pouvez susciter cela, parce que moi, je note une injustice. Ne me demandez pas beaucoup. Après, c'est pas un magicien. Ne me demandez pas beaucoup. Ce que j'ai dit. On va arrêter. C'est des pistes on est tous d'accord que la rémunération parce que l'enseignant de l'élémentaire, ça, je crois, en termes de volume de travail, c'est le plus élevé. Mais c'est le moins payé. L'autre élément d'attractivité, c'est que quand le président a mis en place la bourse d'entretien, il a indiqué, nous allons payer plus ceux qui voudront aller dans l'enseignement. Nous allons payer plus ceux qui voudront aller dans l'agriculture. Et aujourd'hui, vous avez 250 000 à la fin du mois quand vous êtes dans une ENI. Et vous avez la même chose, je crois, environ 200 000 francs quand vous êtes dans une NAE avec 3 repas par jour et un régime d'internat. Donc, la bourse d'entretien. L'attractivité, évidemment. Ça, c'est super. Allez, dernière question, mais avant de partir avec voilà. Non, c'était l'une de mes questions, donc merci de m'avoir fait l'économie. Parce qu'il faut redire ça. Mais Lamine, tu permets que je dise... LG, je pense qu'il faut redire ça. Ce texto-là, s'il te plaît. Ça, c'est important. C'est important de redire ça. C'est à l'heure des orientations, mon cher Mohamed Mara. Il faut que nos frères et nos sœurs nous entendent là-dessus. Je pense que c'est bien de savoir que si tu es orienté vers une ENI ou une NAE, c'est ce que vous dites, vous avez 250 000 francs guinéens par mois de bourse d'entretien et vous avez dit 3 repas on te donne, tu manges. Là, tu prends pas haricot à Symphonia. Voilà. L'ENATEF, l'ENAE, le 7 de Pita, les 4 NAE à régime d'internat, 3 repas par jour. Vous avez 200 000 francs à la fin de chaque mois. Vous passez 70%, c'est assuré, 70% de pratique sur le terrain. Bien. Vous êtes sur le terrain. Dans les Zénith, c'est la même chose. Vous avez 250 000 francs à la fin du mois. Vous avez une école à proximité qui est rénovée, qui est décente, qui peut vous accueillir. Et vous avez maintenant des professeurs de qualité. Compte 100 000 à Symphonia. La différence avec les Zénith, c'est qu'il y a un emploi à la clé. À la fin. Voilà. Là, au moins, c'est garanti. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a un acteur du secteur de télécom qui m'écrit ceci. Il dit il est tellement plaisant de l'avoir actuellement
à l'enseignement technique que nous pouvons offrir sans réfléchir des stages aux meilleurs des filières des télécoms. Ça, c'est quand même un témoignage. Déjà, j'avoue, au niveau de l'ENPT, qui est une de nos écoles qui a le plus grand taux d'insertion, c'est à Kipé, le ministère des Télécoms, les sociétés de télécom, les entreprises, les FAI, etc., se battent pour les apprenants de ce là-bas pour les récupérer. Parce que c'est une formation de qualité. Là aussi, c'est le résultat d'un investissement à la fois sur l'équipement et sur l'enseignant. Bien. Justement. Allez, on va revenir dans la troisième partie de l'émission, évidemment, avec le ministre Alpha Bakar Barry, qui est notre invité. On revient à 11h. Retrouver demain pour le compte de cette émission, mesdames et messieurs. Aïssatou Sané nous a rejoint évidemment avec vos propos. Ma grande Sané, bonjour. Bonjour Lamine et rebonjour à tous. Donc nous avons assez de questions pour monsieur le ministre, mais avant un message qui nous dit bonjour Lamine et à toute l'équipe des GG. Le ministre Bakar Barry travaille, mais il doit corriger les imperfections, la sédentarisation et le contrôle de l'administration des directeurs à l'intérieur du pays, les obliger à rendre compte, et c'est un message de Lansana Traoré depuis Koya. Bonjour Monsieur le Ministre, pourquoi la passerelle de l'enseignement technique à l'enseignement supérieur n'est pas ouverte à tous les meilleurs de l'enseignement technique? Lors des Olympiades, nous dit ce message de métier, vous avez promis que tous les meilleurs de l'enseignement technique auront la chance d'accéder à l'enseignement supérieur. Alors pourquoi cela n'est pas effectif, Monsieur le Ministre? La question vous revient et on va y aller directement. Voilà, allez-y Monsieur le Ministre, vous prenez le micro qui est allumé, voilà, juste en face. De vous. Sur les questions de sédentarisation, nous avons commencé à régler le problème. C'est que tous les directeurs des écoles régionales d'art et métiers ont changé. En fait, ils ont interchangé. Celui qui était à Zélécoré revient en Mascotte, etc. etc. Cela permet de donner un nouveau souffle aux écoles. La même chose va arriver aux ZNAE. La même chose va arriver au niveau des CFP. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un comité de mobilité. Parce qu'il y en a qui demandent à être mutés à Conakry, il y en a d'autres qui demandent à aller à l'intérieur du pays. Le ministre seul ou la division des ressources humaines seule ne peut pas gérer ça. Donc nous avons mis un comité en place qui va statuer pendant ces vacances pour pouvoir permettre aux gens de s'assurer une certaine mobilité. Sachant aussi que cela induit des coûts. Pour un père de famille qui se déplace d'une région à une autre, ça dépense, c'est beaucoup de coûts induits. Nous ne voulons pas non plus participer à appauvrir nos collègues. Sur la reddition des comptes des directeurs d'école, nous avons chaque année, à la fin de l'année, chaque directeur nous établit un rapport. Mais aujourd'hui, avec Parcours Pro, chaque école, chaque 3 mois, nous envoie un rapport que nous utilisons et c'est ça la donnée avec laquelle nous pouvons aujourd'hui diriger. Et nous avons l'inspection générale de l'enseignement technique qui aussi effectue des missions sur le terrain et qui vient justement regarder ce qui se passe. D'accord. Au niveau des passerelles, c'est effectif depuis très longtemps. Les 10 premiers de chacune des filières, excepté les filières de santé où on doit passer le test pour accéder à l'école de santé du ministère de l'enseignement supérieur, tous les 10 premiers de chacune des filières sont admissibles dans les facultés similaires au niveau de l'enseignement supérieur. D'accord. L'autre question... Mais selon les conditions de l'école qui accueille. D'accord. D'accord. Cette autre question nous dit, bonjour Lamine, donc ainsi qu'à toute l'équipe, j'aimerais savoir quelles sont les procédures à suivre pour être au sein de l'école technique pour l'obtention de la licence. La question vous revient, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas nous qui offrons, nous délivrons pas de diplôme de licence. Le diplôme de licence est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons un seul guichet unique donc, pour accéder à toutes les formations de l'enseignement technique, la formation professionnelle pour le public et pour le privé, c'est Parcours Pro Guinée. Vous avez là les informations sur l'école dans laquelle vous pouvez aller, l'école qui est à côté de vous, le type d'enseignement, le contenu de l'enseignement et la procédure pour vous inscrire. Et l'inscription est en ce moment ouverte à tout le monde, de Zélécoré à Conakry. Tout le monde a les mêmes chances avec votre téléphone, vous pouvez vous inscrire dans une école. Et c'est pour combien de périodes, enfin combien de temps la durée d'inscription? Jusqu'au 15 septembre, les Parcours Pro est ouvert. Pour permettre aux jeunes de s'inscrire. Alors je précise que l'inscription c'est pour passer le concours. Bien. Pour passer le concours c'est pas pour tout de suite avoir de la place parce qu'il faut passer un concours et quand vous passez le concours vous êtes déclaré admissible. Voilà, pour l'admission. Bien. Allez-y, c'est une dernière question.
Bonjour Monsieur le Ministre, j'espère que votre santé et celle de votre famille se portent bien. Monsieur, où en sommes-nous avec les diplômés de l'École nationale d'éducation physique et des sports qui sont plutôt à la merci de la nature depuis des années? Est-il nécessaire de continuer à former les gens pour la suite? Absolument. Cette école n'avait pas d'infrastructure. C'est une école qui est créée, mais qui était logée au niveau d'un des stades. D'abord, c'était le stade du 28 septembre. Ensuite, c'était au niveau de l'ANSAC. Nous avons mobilisé des ressources du BND et nous allons construire une école digne de ce nom à Dalaba, qui est l'École nationale d'éducation physique et de sport, qui va former non seulement les moniteurs, les entraîneurs, etc., de sport. Et ils vont les déployer non seulement dans nos écoles, mais aussi dans les quartiers. Aujourd'hui, quand vous regardez le sport à la base, le problème, le déficit, c'est au niveau des entraîneurs, au niveau des encadreurs techniques. C'est ça que nous allons former dans les écoles nationales d'infrastructure. Ça, c'est notre paire de manches. Et oui, absolument, il est nécessaire de continuer à former dans ce domaine-là. Mais mieux former avec des infrastructures adéquates pour permettre aux gens de faire de la pratique. Et c'est ça que nous avons fait, nous avons initié cette année à Dalaba. Voilà. Merci d'avoir rendre le département plus sexy, il l'a dit ce matin. Merci beaucoup Sané que vous allez retrouver, mesdames et messieurs, un peu plus tard pour le compte de cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Dans un instant, l'émission continue avec vous sur Espace. Notre invité ce matin, Alpha Bakar Barry, ministre de l'Enseignement, technique de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est notre invité ce matin, mon cher Roby. Alors, monsieur le ministre, on sait que l'un des avantages de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, c'est lutter contre la sédentarisation étudiantine. Ce que je ne veux pas me moquer des universités parce que les cycles sont longs et ça demande beaucoup de débauche d'énergie. Et c'est aussi, ça évite aussi, ça fabrique les patrons, c'est-à-dire mon propre patron. Alors, est-ce que le marché de l'emploi aujourd'hui en Guinée est propice pour cela, quand on sait que la cadence à laquelle vous allez, ce n'est certainement pas la même cadence que les entreprises qui sont en création ou qui sont qualifiées suivent? On va se retrouver à un moment où c'est l'État qui va embaucher ces qualifiés-là. Ça va revenir un peu au même cercle vicieux. Et il faut peut-être corriger quelque chose, c'est que notre industrie, notre pays a besoin à la fois d'ingénieurs, mais d'aide d'ingénieurs aussi d'ouvriers qualifiés. Sauf que ce n'est pas dans les mêmes proportions. Et donc la pyramide des besoins exige que l'on ait des ingénieurs formés. Donc nos écoles d'ingénieurs doivent fonctionner correctement et faire du contenu. Mais nos écoles aussi d'enseignement technique et de formation professionnelle doivent aussi produire des gens. C'est la combinaison de ces deux qui fait un travail. Est-ce que vous avez fait une simulation pour avoir le prorata, par exemple? Des besoins? Oui. Alors c'est un travail qui incombe à l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, dont nous avons hérité il n'y a pas longtemps. Et nous sommes là aussi en train de faire un travail de préparation de l'attelage. Pourquoi? Parce que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, nous devons faire un travail de réforme pour que cette agence puisse aujourd'hui donner à la fois les tendances de l'emploi, les prévisions en termes d'emploi et proposer des programmes accélérés ou des programmes normaux ou une politique nationale de l'emploi. Cette agence est dans la bonne voie pour le faire parce que nous sommes en train de le faire. Et aujourd'hui, nous avons eu une initiative de mettre en place la maison de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la formation. C'est une combinaison, une conjugaison de l'effort de l'ONFPP, de l'AGIP. Ils vont délivrer un service sur le même endroit, dans le même bâtiment, pour que l'on puisse avoir les primo-demandeurs d'emploi, le bilan de compétences, l'offre de formation dans le même site. Et l'opportunité. Donc l'accès à l'information sur les opportunités d'emploi. C'est ça que nous voulons faire et ça sera inauguré avant la fin du mois de septembre. Ce sera à Dixine. Les deux agences vont conjuguer le même effort et vont offrir un service au même endroit. Il y aura des espaces de coworking, il y aura des espaces d'incubation pour permettre aux gens qui demandent à être les entrepreneurs aussi de bénéficier de la formation. L'AGIP et l'ONFPP vont se mettre avec la Direction nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat que nous avons créée au sein de notre département pour justement aussi inviter les SAEI, les incubateurs, les pépinières et les organiser pour pouvoir mobiliser les ressources de l'État. L'immeuble qui jouxte la pharmacie de Manizé, là, il semble. Je crois. Oui. Mais alors, quel va être le lien mais avec... ça, c'est à titre temporaire parce que la construction de la maison de l'emploi va se faire à Matam, sur les ruines de l'ancien siège de l'ONFPP.
Alors, mais quel va être le lien? Parce que vous avez dit, c'est la maison de l'emploi et puis plus loin de l'entrepreneuriat. De la formation et de l'entrepreneuriat. De la formation et de l'entrepreneuriat. Il y aura de l'orientation, du conseil entrepreneurial notamment. Quel va être le lien avec l'APIP, dont un des segments, c'est aussi accompagner et donner l'information sur l'entreprise et les opportunités d'affaires porteuses en Guinée? L'initiative vient du gouvernement, donc c'est plusieurs ministères qui sont impliqués dans la mise en œuvre du programme accéléré pour l'emploi, qui est un programme qui consiste à créer plus de 40 000 emplois ici en Guinée. Mais l'une des déclinaisons de ce programme, c'est de mettre en place cette maison, et l'APIP, justement, qui s'occupe aussi de la formalisation, va nous accompagner dans ce processus-là. Donc toutes les parties et toutes les structures impliquées dans la promotion de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, je parlais des SAEI qui sont au niveau de la société civile, mais aussi des entreprises elles-mêmes. Nous allons tous conjuguer ensemble un effort pour pouvoir offrir un one-stop shop, donc un guichet unique pour ceux qui demandent de l'emploi, ceux qui demandent de la formation, ceux qui demandent du perfectionnement, ceux qui demandent à être reconvertis, parce que vous avez aujourd'hui des retraités qui veulent être reconvertis dans d'autres secteurs. C'est de notre devoir et de notre responsabilité de leur Alors, offrir cette possibilité. monsieur le ministre, vous avez évoqué, vous nous tendez la perche en parlant de l'AGIP. On se souvient, il y a quelques mois en arrière, à l'AGIP, ça n'allait pas. Entre le directeur général, le personnel, ça faisait beaucoup de bruit. L'AGIP que l'on a d'ailleurs souvent vu que sur l'accompagnement des partenaires, comme l'Union européenne qui finançait des projets, je crois que c'était le Bossège ou la vente des permis de travail. Sur ces deux segments, on ne voyait pas l'AGIP sur autre chose. Est-ce que, premièrement, ces problèmes au niveau de l'AGIP entre le directeur général et le personnel, est-ce qu'on peut dire que c'est réglé? Première question. La deuxième question que je pose ce matin, monsieur le ministre, honnêtement, est-ce que l'AGIP vous paraît avoir suffisamment revêtu ses attentes, enfin les attentes qui sont nourries, les attentes de sa création, j'ai envie de dire, à date? Vous n'avez pas écouté mon propos de départ. C'est que je dis, comme ce qu'on a fait au niveau du département, à l'AGIP, il faut préparer la classe pour offrir des services de qualité aux citoyens, aux usagers. La première chose, c'est qu'il faut reformer l'AGIP. Quand? On a commencé par revoir les statuts pour en faire l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, lui donner un conseil d'administration, faire en sorte que l'AGIP puisse recouvrer correctement les ressources du permis de travail. Vous avez vu, on a signé une convention de partenariat avec une entreprise privée pour pouvoir justement biométriser le permis de travail. Le résultat, il est concret, qu'on est passé de statistiques de vendre 1000 permis de travail par mois. Maintenant, on est très sérieux. On est très sérieux. On s'attend à près de 10 000 permis de travail placés cette année. Nous sommes en train de travailler à d'abord donner les ressources. Est-ce que c'est toujours 1 million et c'est toujours 10 millions ou 1 million? Ah non, le permis de travail, il est à 3 000 $. 3 000, d'accord. Pour ceux qui sont des cadres, et puis un peu plus bas pour ceux qui veulent entrer comme cadre moyen ou cadre subalterne. Le but de ça, c'est que moi, je ne suis pas très heureux de vendre des permis de travail. Pourquoi? C'est parce que ça veut dire un permis de travail que je vends, c'est un emploi guinéen que je donne ailleurs. Ce que je veux, c'est que quand je vends un permis de travail, au bout de 3 ans, que l'on puisse justement permettre à un Guinéen d'occuper ce poste. C'est ça qui va régler le problème de l'emploi ici. Maintenant, comme je dis, il y a une réforme à faire au niveau de la GIP, il y a une autre réforme à faire au niveau de l'ONFPP pour que le service aux usagers soit visible, qu'on puisse l'évaluer et qu'on puisse y avoir accès tout de suite. C'est pour ça que nous avons réglé le problème d'accès en mettant en place cette maison, parce que la GIP et l'ONFPP vont prester sur le même établissement et donner le service directement à la population. Si vous avez besoin d'un emploi, vous inscrire sur une liste de demandeurs d'emploi, vous partez à la GIP qui a maintenant un site web sur lequel vous pouvez vous inscrire. Et ce site web et ces données-là vont être partagées avec le secteur privé, notamment ceux du secteur des mines, pour qu'on puisse justement regarder d'abord dans cette liste, recruter si on ne peut pas, on n'a pas le profil. On demande à l'ONFPP, au ministère de la formation professionnelle, voilà les profils dont on a besoin l'année prochaine, est-ce que vous pouvez les former pour nous? Nous pensons que la réforme majeure qu'il faut faire à l'enseignement technique, à la formation professionnelle, à l'emploi, c'est d'avoir un dialogue dynamique entre le demandeur et celui qui offre ou celui qui forme. Et celui qui n'ose pas demander. Comme les petites entreprises. En parlant de l'ONFPP par exemple, il y a des entreprises capables de payer les services de l'ONFPP.
Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que le NFPP peut être plus friande de ces entreprises-là. Mais est-ce qu'il y a des modalités, par exemple, qui intégreraient les petites entreprises, celles mêmes qui viennent de commencer, avec des difficultés réelles de mise en route? Je pense par exemple à l'incubateur que Diba est en train de développer. À ses tout débuts, est-ce qu'il y a une modalité qui va faire que, même s'il n'a pas les moyens, il puisse bénéficier de l'accompagnement de l'ONFPP, par exemple. Dans le cadre de la formation. Oui. La formation des Et le employés. perfectionnement, oui. Le perfectionnement des employés. Alors, je vais vous dire, d'abord, ne cotisent que ceux qui ont plus de 30 employés à l'ONFPP. D'accord. Donc, ceux qui en ont moins ne cotisent pas, si je ne m'abuse. Ce que je veux dire, c'est que je viens de ce monde-là. Je viens du monde des PME. Nous avons de sérieuses difficultés à trouver des employés qualifiés. Et donc chaque année, une PME, si vous regardez, c'est pour ça que c'est un élément de compétitivité, le développement de la formation professionnelle. C'est un sérieux élément de compétitivité. Donc une PME qui provisionne chaque année de l'argent pour former son personnel, va le faire l'année prochaine parce qu'il y a un vide, il y a un manque. Je vous donne un exemple. Dans la microfinance, si vous formez quelqu'un, un bon caissier, l'année prochaine, vous avez 50% de chances de le retrouver dans une banque. Et vous devez encore provisionner pour le former cette année et ça plombe la croissance des entreprises. Voilà. Donc, de façon globale, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer une masse critique de gens dans certains domaines qui sont bien formés où les gens peuvent aller piocher et employer. Maintenant, sur la question de formation des formateurs, de perfectionnement, de formation des employés, chaque entreprise, ça demande aussi aux incubateurs d'inculquer ça aux chefs d'entreprise. Chaque entreprise devrait pouvoir le mettre dans son plan d'investissement. Ouais, dans son plan d'action. Voilà, c'est bien dit. Afabakar, ministre de l'enseignement technique, est notre invité ce matin. Dernière question, parce que notre deuxième invité voilà, nous attend. D'ailleurs, avec cette nouvelle direction, nous, on a fait un interlocuteur, nous, en tant qu'incubateur, parce qu'on n'en avait pas. Ce qui est quand même une belle initiative. Maintenant, c'est sur la digitalisation. Il y a eu pas mal de réformes. Par exemple, Parcours Pro. On a vu l'initiative Parcours Pro. Il y a également permis de travail, vous venez de dire, numérique, qui a permis la dématérialisation et la sécurisation des paiements. Il y a aussi la bibliothèque numérique pour les ZENI. Vous parlez également du service examen renforcé en équipement et la connectivité Internet pour tout le ministère. Il y a mieux, Diba. Dans nos écoles maintenant, et on va commencer par le CFP de Donka cette année, nous allons introduire la réalité virtuelle, la réalité augmentée dans les formations. Vous mettez un casque, vous avez envie d'apprendre la soudure, le casque vous retrace, mais ça c'est pas extraordinaire, hein, ça se trouve partout, ce sont des casques de chez, je ne peux pas dire le nom de l'entreprise ici pour faire de la publicité, nous achetons des casques qui coûtent environ 350 €, il fallait juste y penser, vous remettez et vous payez le contenu de formation. Si vous formez de grands soudeurs, aujourd'hui, vous avez 70% de chances de les placer dans les entreprises minières d'Amboké. Donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée vont s'inviter dans la formation cette année grâce à une collaboration avec la Fondation Orange. Nous avons investi de l'argent pour qualifier le service examen et que le service examen puisse à la fois organiser, contrôler, sécuriser le processus de concours, d'examen, de sortie, mais aussi délivrer des papiers de qualité, des papiers sécurisés avec à la clé de la blockchain pour pouvoir le suivre. Parcours Pro, c'est notre vaisseau amiral sur lequel vous allez voir beaucoup de choses vont se plugger, vont venir se brancher. La première chose, c'est la bibliothèque numérique des ZENI. Les ZENI vont avoir accès à des centaines de milliers de ressources, les écoles normales d'instituteurs, pour pouvoir qualifier la formation. Mais ces ressources vont être élargies au centre de formation professionnelle. Aujourd'hui, nous allons avoir une seule carte d'apprentissage biométrique et numérisée qui va nous permettre de suivre la mobilité des apprenants. Vous avez une autre application qui est branchée sur Parcours Pro qui s'appelle Insert Jeune, qui va suivre l'apprenant jusqu'au niveau de son premier emploi et le brancher après au niveau de la GIP. Nous sommes en train de travailler sur Allomètre, que vous avez vu, ce sont des espaces numériques où nous voulons ubériser les grandes gueules. Pour qu'on puisse le demander en appelant juste le 1010. Pour nous, le digital, c'est un accélérateur de développement. C'est un moyen pour pouvoir accélérer. Ça peut régler le problème du manque d'enseignants parce que nous pouvons aujourd'hui avoir des classes intelligentes. Nous avons longtemps travaillé avec Huawei sur un projet très abouti qui va être expérimenté cette année. Nous allons avoir des classes intelligentes pour avoir accès à des professeurs à distance ou des enseignants à distance. Nous pouvons aussi enregistrer des cours et les rediffuser ou des tutos
au niveau de la formation professionnelle, vous avez juste besoin de regarder un tuto pour savoir comment comment ça fonctionne, comment on assemble une table, etc. etc. Voilà, allez-y, Roby, dernière question. Monsieur, une dernière question. Qui dit travail bien fini dit matériaux de qualité. C'est vrai que vous êtes au niveau de la formation de qualité des employés ou des employeurs, etc. Parce que lorsqu'on vous dit par exemple le ministre est sexy, c'est par rapport à l'habillement et la qualité du matériel qu'il porte, puisqu'il n'est plus beau, il est pris par le coup de l'âge. Et ça, je mets ça au compte des charges de travail. Mais, non, cela dit en passant, c'était une parenthèse. Est-ce que vous faites un travail en adéquation avec le ministère des Commerces ou les services d'importation pour que du matériel de qualité soit... C'est ça le problème ici aussi. C'est l'idéal. Le matériel de qualité pour le génie civil, beaucoup. on est de la quincaillerie de qualité. Pour tout ce qui est menuiserie, qu'on ait du bois de qualité, etc. C'est l'idéal. Encore une fois, travaillons sur ce qu'on maîtrise. Mais pour moi, c'est important, c'est fondamental pour un travail de qualité. Comment ça peut du matériel de qualité, de l'équipement. Exact. Et de l'équipement de qualité. Pour parler d'équipement, et pour ne pas que je pêche à la fin de cette interview, c'est que nous avons investi énormément d'argent pour équiper. Nous allons inaugurer bientôt les rames de Koya et les rames de Dabola. C'est des millions de dollars. Nous allons inaugurer l'école, juste Lampette ici, l'école normale des professeurs d'enseignement technique. Nous sommes aujourd'hui à même de vous dire que cette année, à partir de 23, la rentrée, la formation professionnelle pratique va être améliorée. Que ce n'était pas le cas les années dernières, mais il y avait, on n'est pas encore arrivé à 70%. Bien. L'objectif, c'est que chacune des écoles de formation professionnelle puisse avoir des équipements. Même les écoles nationales d'agriculture ont maintenant des tracteurs donnés par le ministère de l'Agriculture, des intrants donnés par le ministère de l'Agriculture, pour que ces écoles puissent participer à l'effort national de production. Bien. Monsieur le ministre Alpha Bakar Barry est notre invité ce matin. Dans un instant, notre petite rubrique avec vous sur Radio Espace Guinée. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. C'est mythique, hein, on a envie de dire évidemment cette rubrique. Oui ou non, Jacques Léwa Leno. Question directe, oui ou non, monsieur le ministre? Oui ou non, en 2 ans à la tête de ce département, vous vous rendez compte que ce qui était là avant n'était pas bien? Il y a du travail à faire. Oui ou non? Mais non, sans langue de bois, on a dit Alpha Bakar quand même. Il y a du travail à faire. Il y a eu du travail, il y a du travail à faire. Ouais, c'est ça. Allez-y, madame Hiro. Oui ou non, monsieur le ministre, les 5 premiers de l'enseignement technique de l'année dernière qui devraient bénéficier de bourses n'en ont pas bénéficié. Les lauréats sont différents de boursiers. Il faut faire cette différence. Les 5 premiers sont-ils des lauréats ou des boursiers? C'est des lauréats. Devraient-ils bénéficier de quelque chose, d'un accompagnement? Non, on leur avait offert des stages dans les entreprises, et ceux qui voulaient avoir des stages dans l'entreprise publique, oui. Mais ceux qui ont eu les bourses, ce sont ceux qui ont bénéficié des bourses selon les critères de celui qui donne la bourse. Ce n'est pas nous qui faisons la bourse. Oui ou non, Diba? Oui ou non, beaucoup d'investissements sur le plan infrastructurel, mais l'engouement n'est pas... Est-ce que cela ne vous inquiète pas? L'engouement est terrible en ce moment. Il manque de l'engouement dans les écoles nationales d'agriculture et dans les écoles normales d'instituteurs. Bien. Mais l'engouement est terrible dans les autres, dans les autres filières. Oui ou non, vous doutez un petit peu aujourd'hui, parce qu'avec, quand on voit un petit peu l'environnement sociopolitique, ce qui se passe, vous n'êtes même pas prononcé sur les 4 morts d'hier, avec les manifestations. Oui ou non, vous doutez un petit peu de la sincérité de la gouvernance d'Umbuya aujourd'hui? Oui ou non? Je ne doute pas une seconde de la sincérité du président de la transition. Ok, allez-y. Alors, oui ou non, les titres qui sont délivrés dans l'enseignement technique, il existe une harmonisation tout au moins sous-régionale. Est-ce qu'il existe une reconnaissance, oui ou non, de ces titres-là? Nous y travaillons, mais il faut de la qualité chez nous pour prétendre avoir de l'équivalent chez les autres. Vous pensez pouvoir y parvenir? Oui, tout à fait. Nous sommes en train de faire nos devoirs de maison. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, notre BTS sera de 2 ans. Et puis on pourra le comparer à n'importe quel BTS. D'accord. Et ma dernière question, vous allez y répondre en oui ou en non. Je connais beaucoup de ministres qui se cassent la tête pour réunir 600 millions de francs guinéens.
vous, on vous entend parler de millions de dollars et d'euros, tout ça. Sur une année en moyenne, le volume d'investissement au sein de votre département, il s'est élevé à combien? Par exemple, sur l'année écoulée? 25 millions de dollars, Banque islamique de développement, 24 millions d'euros au niveau de l'Union européenne. Là, nous nous attendons, si le travail se fait bien, et le ministre de l'Efficacité beaucoup nous aider à emprunter 100 millions de dollars, oui, pour financer 10 lycées techniques. Bien. Allez, dernière question, oui ou non? Les 25 millions de dollars de la Banque islamique de développement, c'est pour les érams de Kindia et de Mamou. Il va rester que les deux pour avoir 8 érams dans le pays. Vous le dites avec aisance, on comprend que l'investissement va... Mais c'est aussi parce que le secteur est important. C'est la brique, oui ou non, mon cher Obi? Oui, vous avez répondu, c'est bon, on va avancer. Le secteur est important, le secteur est très important. Les secteurs sont importants. Bien, oui ou non, Roby? Allez-y, il y a les magistrats qui nous attendent. L'éducation est une priorité. Le leadership. Tamba, il y a les magistrats qui nous attendent. Alors ce que vous le dites avec aisance, monsieur le ministre, statistiques, vous les faites parler, chiffres, vous les dites avec aisance, oui ou non, contrairement à votre ami Guillaume Aving, lui il fait beaucoup plus dans le troubadour. Le ministre Guillaume Aving fait un excellent travail. Ah oui, bien, franchement. Il faut le saluer, il est en train de se battre, c'est un système, l'enseignement préuniversitaire, n'oubliez pas que c'est un très très gros morceau. Il est en train de se battre avec les armes qu'il a. Il faut le saluer, il faut saluer la volonté, il faut saluer l'envie. Il a une dent contre Guillaume. Hein. Voilà, on va l'inviter ici et ce jour-là, je vais prendre des gants. Ça, Guillaume, certainement, il nous regarde à la télévision et on va l'inviter ici. Et comme ça serait entre vous et Guillaume. Allez, monsieur le ministre, en 1 minute, cette caméra vous appartient. Vous n'avez qu'à vous adresser évidemment aux Guinéens qui vous regardent en ce moment à la télévision. Sérieusement, ce que j'ai envie de dire à nos compatriotes, surtout aux jeunes, c'est de s'inscrire massivement dans les écoles nationales d'agriculture et d'élevage, pour ceux qui veulent avoir une carrière là-dedans, pour ceux qui veulent être agripreneurs, donc des agripreneurs. En plus, il y a des agripreneurs parmi nous maintenant ici à Espace. Dans l'agriculture, les ENAE vont devenir des incubateurs agricoles. Je demande à nos enfants ou à nos jeunes frères qui ont des diplômes de maîtrise, des diplômes de licence ou des diplômes de baccalauréat, qui ont envie d'enseigner, de s'inscrire dans les écoles normales d'instituteurs, parce que enseigner est un sacerdoce, c'est une vocation, c'est un sacrifice, mais c'est aussi une grande passion, et il faut donc que nous allons passer du bon moment ensemble. Merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie tous ici et j'espère revenir très bientôt pour parler de sujets différents. Avec plaisir, évidemment, ça serait beaucoup plus politique d'ailleurs. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous sur Espace.